Bonjour à toutes et à tous, nous vous souhaitons la bienvenue pour ce deuxième jour des journées Erasmus+ de l'enseignement supérieur qui se déroulent donc les 29 et 30 juin 2020 et nous sommes ravis de vous accueillir ce matin et cette journée pour cet événement. Donc ces journées vont aborder les thèmes d'actualité d'Erasmus+ pour l'enseignement supérieur et s'adressent principalement aux acteurs des relations internationales de l'enseignement supérieur en France dans toute sa diversité. Donc cette année, vous l'avez sans doute vu, crise sanitaire oblige, les journées n'ont pas pu se tenir physiquement ici à Bordeaux. Et donc nous inaugurons un nouveau modèle de présentation qui s'effectue donc à distance et qui est filmé. Donc vous pouvez sans doute le voir, nous sommes ici dans un studio qui est prévu à cet effet. Les ateliers étant réalisés en ligne, nous tenions donc à remercier, on a pu ouvrir à de nombreuses personnes ces journées, et donc nous tenions d'abord à remercier toutes les personnes inscrites. Et on a environ un millier d'inscrits par atelier. Et donc, c'est un point très positif pour nous qui démontre l'intérêt que suscite le programme Erasmus+ et son futur. Et cela malgré le contexte un peu compliqué. Donc, on espère que tout se passera bien et que ces journées répondront à vos attentes. Les journées étant filmées, si vous désirez, vous pourrez revoir par la suite toute ou partie de ces journées. Et des présentations seront aussi en ligne sur le site de l'agence à partir du 7 juin. J'en profite pour vous signaler qu'un questionnaire de satisfaction est à votre disposition. Le lien se trouve dans le courriel que vous avez reçu et pour nous, ça va être très important d'avoir vos retours pour pouvoir nous améliorer pour nos prochains événements. Donc hier, vous avez peut-être participé dans le cadre de ces journées à la table ronde, durant laquelle vous ont été présentés les enjeux, les opportunités, les défis de la nouvelle programmation 21-27 pour Erasmus+. Et cette deuxième journée, elle, sera consacrée à 4 focus. Donc vous aurez 3 focus thématiques qui vont revenir sur le futur désormais très proche d'Erasmus+, et qui vont vous préparer aux enjeux de la nouvelle programmation. Mais pour ce qui nous concerne, nous, en cette première partie de matinée, nous allons revenir sur un sujet qui est assez difficile, qui nous a très largement occupés ces derniers mois et qui a un peu chamboulé toutes nos programmations. Donc, je veux bien sûr parler de la crise sanitaire et donc d'une des réponses apportées par la Commission européenne et déclinées par les agences, et c'est le cas de force majeure Covid-19. Donc, pour traiter ce sujet, nous serons 4 ce matin. Donc, nous sommes tous les 4 de l'agence Erasmus+. Il y aura tout d'abord donc moi-même, je suis Benoît Guichard, je travaille en tant que chargé de contrôle au département contrôle et évaluation pour les projets de mobilité, enseignement supérieur et mobilité internationale de crédit. Vous aurez ensuite mes 3 collègues du département gestion de projet, qui sont toutes 3 chargés de projet. Donc, tout d'abord, Julie Allaire et Elisabeth Mitten, qui travaillent pour les projets de mobilité, enseignement supérieur et mobilité internationale de crédit. Et enfin, Morgane Soinez, qui clôturera notre atelier et qui, elle, travaille sur les projets de partenariat stratégique pour l'enseignement supérieur. Bonjour à tous. Donc, pour rappel, l'objectif de cet atelier, c'est de vous présenter les différents cas de force majeure Covid-19, de vous rappeler un peu le contexte qui a précédé leur définition, pour vous permettre d'avoir une vue d'ensemble sur ce qu'est un cas de force majeure, ce que sont les cas de force majeure, et ainsi de mieux vous orienter lors de vos déclarations. Donc, on ne rentrera pas forcément trop dans les détails techniques, puisque c'est déjà un sujet qui est assez fourni, mais on essaiera vraiment d'être complet pour pouvoir bien vous guider, que vous puissiez ensuite déclarer vos cas de force majeure sans trop de difficultés. Donc, l'atelier sera découpé en plusieurs parties. Donc, vous aurez tout d'abord une présentation du contexte et les réponses apportées par la Commission européenne et les agences. On définira ensuite ce qu'est un cas de force majeure Covid-19. On présentera aussi le rôle de la cellule qui a été créée à cet escient. Et on enchaînera ensuite avec 2 grands focus. Donc, un pour les projets de mobilité de l'enseignement supérieur et un pour les projets de partenariat stratégique. Et dans chaque partie, on vous présentera les différents types de cas de force majeure Covid-19, un peu le mode d'emploi pour déclarer ces cas de force majeure. Et on a aussi listé quelques questions fréquentes. Donc, on a listé ces questions fréquentes. Ce sont des questions qu'on a souvent eues en fait, à l'agence. Et en fait, on ne prendra pas de questions via chat ou aujourd'hui.
Et bien sûr, si vous avez des questions, des doutes à l'issue de cet atelier, n'hésitez pas à revenir vers nous, à contacter vos chargés de projet ou bien à consulter les guides et les procédures qui sont d'ores et déjà disponibles sur le site de l'agence Erasmus+. Et enfin, dernier point, vous avez vu qu'on utilise certaines abréviations. Vous voyez par exemple CFM, donc ça signifie bien évidemment 4 forces majeures. Et quand on utilise AC103, AC107, AC203, en fait, ce sont les actions, les différentes actions. Donc AC103, c'est les projets de mobilité pour l'enseignement supérieur. AC107, ce sont les projets de mobilité, mais pour la mobilité internationale de crédit. Et enfin, AC203, ce sont les partenariats stratégiques pour l'enseignement supérieur. Donc, après ces propos liminaires, nous allons donc pouvoir commencer notre atelier en revenant un peu sur le contexte de ces derniers mois. Donc, tout d'abord, la crise sanitaire, elle a touché le projet Erasmus en son cœur, c'est-à-dire elle a empêché en fait de développer les mobilités et les partenariats. Et donc, tous les porteurs de projets ont été très largement impactés par cette crise. Au niveau de l'agence nationale, ça a eu aussi pour conséquence une très forte mobilisation de l'agence et des agents dans un contexte dégradé. Et en fait, tous ces échanges se sont traduits en fait tout s'est traduit par des échanges continus et ça nous a permis de récupérer de nombreuses informations. Alors, notamment avec les porteurs de projets, on a aussi eu des participants, des parents de participants qui nous ont contactés. Et tous ces échanges, en fait, ont été fondamentaux pour qu'on puisse lister les difficultés, les problématiques rencontrées sur le terrain. Donc, tous ces échanges ont vraiment été importants pour nous. L'agence a aussi communiqué continuellement avec les autres agences en Europe, avec les ministères de tutelle, avec globalement tous les partenaires de l'agence Erasmus+, pour avoir vraiment des échanges sur ce qui se passait globalement en France et en Europe. Et enfin, l'agence a eu de nombreux liens, des liens continus avec la Commission européenne, tout d'abord pour pouvoir faire remonter ces informations de terrain et ensuite pour pouvoir définir la marche à suivre, définir les orientations. Donc c'est un processus qui a pris du temps, c'est un processus où il a fallu attendre d'avoir une vision d'ensemble sur ce qui se passait dans le monde de l'enseignement supérieur, mais aussi sur toutes les autres actions du programme, parce qu'Erasmus contemple de nombreuses actions. Et dans le but d'avoir une réponse harmonisée, ou le plus harmonisée possible, pour l'ensemble des actions. Donc c'est un temps qui a été pris par la Commission et les agences. Ça a permis de définir des principes, des orientations, des objectifs. Et donc je vais revenir sur deux grands objectifs qui ont été choisis. Le premier, c'est l'accompagnement des porteurs de projets. Donc, alors je vais passer la slide, c'est plus pratique. Donc, l'accompagnement des porteurs de projets pendant la crise, mais aussi au-delà de la crise, pour ne laisser personne sur le bord du chemin, et aussi dans le but de maintenir, autant que faire se peut, la dynamique des projets en cours. Donc, c'était évidemment pas évident du tout, mais aussi de maintenir la dynamique pour les projets futurs, tout en s'adaptant bien sûr à la crise. Et on peut citer par exemple la mise en place de la mobilité hybride dès maintenant. Deuxième objectif, limiter les impacts sur les bénéficiaires. Donc, on parle des bénéficiaires, des porteurs de projets, mais aussi des participants. Et quand je parle de limiter les impacts, je parle notamment de limiter les impacts financiers. Pour cela, la Commission européenne a souhaité adapter son cadre réglementaire, a souhaité adapter ses procédures. Et cette adaptation s'est traduite par la mise en place de plusieurs outils, plusieurs dispositions. Et donc, je ne vais pas revenir sur toutes les dispositions mises en place et utilisées par la Commission européenne et les agences. Je vais juste en présenter deux. Donc, la première, c'est, vous l'avez sans doute vu, ce sont les prolongations de contrats. Donc, l'objectif, c'était de donner plus de souplesse, de donner plus de temps aux porteurs de projets pour pouvoir repousser les mobilités, repousser les activités, faire des demandes de cas de force majeure. Donc, ça a vraiment été un outil très important et vous l'avez sans doute vu si vous avez des projets Action Clé 103 et 107 pour la Convention de 2019. Vos dates de fin de contrat ont été repoussées de 6 mois. Sur le projet de l'enseignement supérieur, Convention 2019, tous les 16 mois ont été passés en 24 mois. Et enfin, pour les projets de partenariat, tous les projets ont pu être prolongés sur demande. La deuxième grande disposition utilisée par la Commission européenne et les agences, ça a été le cas de force majeure Covid-19. Et au sein de l'agence a été développé
une cellule en charge de traiter ces demandes. Et donc ces deux derniers points nous amènent à notre première grande question de la matinée, qui est de savoir ce qu'est un cas de force majeure Covid-19. Donc, tout d'abord, le cas de force majeure Covid-19, le cas de force majeure, ce n'est pas une nouveauté en soi. C'est un outil qui est déjà prévu contractuellement et que vous pouvez utiliser dans certaines situations exceptionnelles, bien sûr, dûment justifiées. Et la Commission européenne et les agences, elles ont décidé, en fait, elles ont souhaité mettre à profit cet outil et de l'adapter, en fait, à la crise sanitaire que nous avons connue. Donc, ainsi, le cas de force majeure Covid-19, c'est un cas de force majeure spécifique et qui concerne les mobilités et les activités impactées par la crise sanitaire. Donc, un cas de force majeure, ça va permettre de rendre éligibles des activités, de les prendre en compte financièrement, par exemple en cas de retour anticipé des participants, ou bien si un participant est resté dans le pays d'accueil, en cas de maintien au nom d'une activité, par exemple avec les cours à distance pour les projets de mobilité, ou bien en cas d'annulation. Donc, on va y revenir d'ici peu. Autre particularité du cas de force majeure Covid-19, c'est qu'il va vous permettre de faire des demandes de frais additionnels qui ne seraient pas financés habituellement. Il faudra bien sûr les justifier. Et ces demandes doivent se faire bien sûr dans la limite du montant contractuel, de votre montant de votre convention de subvention. Donc voilà donc globalement ce que contemplent les cas de force majeure Covid-19. Donc un cas de force majeure Covid-19 n'est pas, par exemple, une possibilité de demander une augmentation de votre convention de subvention. Et ce point est important parce que ça signifie que les porteurs de projets doivent avoir une bonne gestion de leur cas de force majeure Covid-19 et donc d'avoir une vision globale du budget disponible. Autre point, cette fois-ci pour les projets, plus particulièrement pour les projets de partenariat, ce n'est pas une demande de prolongation de projet. Pour cela, vous devez vous tourner vers votre chargé de projet. Pour les projets de partenariat toujours, ce n'est pas un remplacement des activités physiques par des activités virtuelles, par exemple les réunions transnationales, les événements de dissémination. Donc quand vous allez effectuer votre demande, il faudra bien cibler ce qu'est un cas de force majeure et ce qui ne l'est pas pour pouvoir faire des demandes sans trop de difficultés. Enfin, je vais revenir sur deux dernières particularités du cas de force majeure par rapport au cas de force majeure dit classique. La première particularité, c'est que vous n'aurez pas à fournir de pièces justificatives lors de la demande, lors de votre dépôt de demande. Mais ces pièces seront bien sûr à conserver et elles pourront être demandées, par exemple, lors d'un contrôle sur pièces. C'est le cas typique où on pourra demander des pièces justificatives. Et enfin, dernière particularité par rapport à un cas de force majeure dit classique, c'est que le cas de force majeure classique est traité directement par vos chargés de projet. Et les demandes de cas de force majeure Covid-19 sont-elles traitées par une cellule spéciale. Et c'est cette cellule que ma collègue Julie Allaire va désormais vous présenter. Donc, la cellule CFM Covid-19 est une cellule ad hoc composée de 3 agents, donc qui a été créée spécialement pour traiter les cas de force majeure Covid-19. Donc, vous voyez à l'écran le cheminement que va mener la cellule pour traiter vos demandes. Donc, il y aura une étape de réception et vérification de la demande afin de s'assurer que tous les documents demandés ont bien été envoyés. Il y aura ensuite une analyse de votre demande afin de s'assurer que ce que vous nous soumettez sont bien des cas de force majeure Covid-19 comme définis par l'agence. Il y aura un visa approuvé de la direction, puis une notification de l'approbation ou du rejet de votre demande, toujours par la cellule. Pour votre information, notamment pour les projets AC203 2017, dont la date de fin contractuelle est proche, ces projets-là seront traités en priorité par la cellule. Donc, on vous invite à soumettre vos demandes rapidement. L'agence a un délai de traitement de 45 jours, mais à l'heure actuelle, la cellule est réactive, donc n'hésitez pas à soumettre vos demandes dès maintenant, puisqu'ils vont pouvoir la traiter plus rapidement que 45 jours. Alors, comment transmettre votre demande? Donc, une adresse mail spécifique a été créée pour que vous puissiez envoyer vos demandes directement. Si vous avez des questions, néanmoins, ce n'est pas à cette adresse mail qu'il faut les envoyer, mais bien à vos chargés de projet à l'agence qui pourront répondre à toutes vos questions.
Une demande doit regrouper un ensemble de mobilités et d'activités concernées. Donc, ce n'est pas un cas de force majeure pour une demande, c'est bien une demande qui regroupe l'ensemble de vos activités et mobilités qui ont été impactées par la crise sanitaire. Si vous avez besoin, si vous le souhaitez, pour les projets AC1 uniquement, donc les projets de mobilité, un deuxième envoi pourra être réalisé un peu plus tard dans l'année. Par contre, pour les projets AC2, donc de partenariat, c'est une demande par projet qui regroupe tous les postes concernés. Donc faites attention à ça. Quand déposer votre demande? Vous pouvez la déposer au plus tard 2 mois avant la fin de la période contractuelle. Néanmoins, comme je l'ai dit, la cellule est en place et donc très réactive face à vos soumissions de demande. Donc on vous invite à ne pas attendre ces 2 mois et à le faire dès à présent, notamment pour les projets 103 2019. Une information vous a été envoyée pour vous dire que les rapports intermédiaires seraient réouverts à partir de septembre. Donc, on vous incite à faire votre demande de cas de force majeure avant cette date pour avoir un petit peu une projection sur vos besoins et ne pas attendre le dernier moment. Aussi, si vous ne souhaitez pas bénéficier de la prolongation de contrat qui vous a été automatiquement accordée, que vous êtes assuré de ne plus faire d'activité ou de mobilité sur le projet concerné et que vous avez bien soumis vos demandes de cas de force majeure à l'agence qui ont bien été approuvées par l'agence, vous pouvez dès à présent soumettre votre rapport final sans attendre la date de fin contractuelle. Alors, là, on va faire un focus AC103, AC107 uniquement. Donc là, je ne vais parler que des projets de mobilité. Donc, je vais vous décrire les différents cas. Et Elisabeth vous parlera ensuite du mode d'emploi et des questions fréquentes. Et ensuite, Morgane Soanès vous fera un focus AC203 uniquement. Donc là, on est bien sur les projets de mobilité. Alors, c'est parti. Donc, plusieurs cas ont été définis par la Commission européenne pour essayer de répondre aux situations de vos participants qui ont été impactés par la crise sanitaire. Donc, ces cas s'appliquent pour les mobilités étudiantes ou de personnel, ainsi que pour les mobilités entrantes ou sortantes pour la mobilité internationale de crédit. Donc, premier cas, le cas A. Le participant en mobilité a dû interrompre sa mobilité Erasmus de manière anticipée et rentrer dans le pays de la structure d'envoi. Donc le participant est de retour dans son pays. Cas A1. Il n'a pas d'activité maintenue et pas de dépenses directement et exclusivement liées au séjour dans le pays d'accueil. Exemple, un étudiant qui est parti en mobilité d'études le 1er mars, qui est rentré de manière anticipée le 15 mars et qui a pu se faire rembourser l'entièreté de son logement et n'a pas eu de billet d'avion supplémentaire à prendre en charge, fait partie du cas A1. De plus, il n'a pas d'activité maintenue puisque l'université d'accueil ne lui a pas proposé de suivre des cours en ligne. Donc là, c'est le cas 1. On sait que c'est un cas un peu théorique, mais voilà, il est possible. On a ensuite le cas A2, donc pas d'activité maintenue là aussi, mais le participant continue d'avoir des dépenses directement et exclusivement liées au séjour dans le pays d'accueil, et il peut avoir des frais de voyage supplémentaires pour le retour anticipé. Donc même exemple que pour le cas A1, le participant est parti en mobilité d'études le 1er mars, il est rentré de manière anticipée le 15 mars, il n'a pas d'activité, c'est-à-dire que l'université d'accueil ne lui propose pas de suivre des cours en ligne, donc son activité est interrompue. Mais par contre, il n'a pas pu se faire rembourser son logement sur place et il a dû payer un billet de retour supplémentaire puisqu'il n'a pas pu modifier son billet retour initial. Donc là, il fait partie du cas A2. Et on a ensuite le dernier cas, le cas A3, où la différence se fait sur le maintien de l'activité. Donc dans le cas A3, le participant participe à des activités d'apprentissage ou de formation à distance. Il peut avoir des dépenses directement exclusivement liées au séjour dans le pays et il peut avoir des frais de voyage supplémentaires pour le retour anticipé. C'est le même exemple que pour les cas A1 et A2, sauf que là, l'étudiant continue bien son activité à distance puisque l'université d'accueil lui propose de suivre des cours en ligne, bien qu'il soit rentré sur son pays d'envoi. Le cas B. Donc, le participant en mobilité a dû interrompre sa mobilité Erasmus de manière anticipée
et il est toujours dans le pays de la structure d'accueil. Donc là, il est resté sur place. Donc le cas B1, il n'y a pas d'activité maintenue et il continue d'avoir des dépenses directement exclusivement liées au séjour dans ce pays. Donc forcément, c'est un participant qui est resté dans le pays d'accueil, donc il continue à payer son logement. Par contre, son université d'accueil ou son entreprise, s'il était parti en mobilité de stage, ne lui a pas proposé de continuer son activité à distance, donc il est sans activité. Pour le cas B2, la seule différence, c'est que le participant participe à des activités d'apprentissage ou de formation à distance. Donc, par rapport au cas B1, on lui a proposé de suivre des cours en ligne ou de faire du télétravail s'il était en mobilité de stage. Et enfin, on a le cas B3, il est resté bloqué et donc il va au-delà de la période initialement prévue dans son contrat de mobilité. Donc c'est par exemple un étudiant qui était parti en mobilité d'études du 1er janvier au 1er avril. 1er avril, confinement, il n'a pas pu rentrer chez lui, donc il est resté bloqué dans son pays d'accueil. Donc on vous demande, si vous avez des cas B, d'attendre que les participants soient retournés dans le pays d'envoi pour les déclarer à l'agence Erasmus. Si vous avez des questions sur, si vous avez du mal à identifier dans les cas dans lesquels vos participants pourraient se situer, merci. N'hésitez pas, encore une fois, à contacter votre gestionnaire de projet qui peut vous aider et répondre à toutes vos questions. Et enfin, pour finir, nous avons le cas C. La mobilité a été annulée avant de démarrer, tandis que des frais ont été engagés et ne sont pas recouvrables. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu de départ en mobilité. C'est le cas de participants qui, imaginons, devaient partir pendant le confinement, le 15 avril, avaient pris un billet d'avion, qui n'ont pas pu se faire rembourser. Et donc là, ils font partie du cas C. Voilà, donc encore une fois, si vous avez la moindre question, si pour vous c'est pas clair, vous pouvez toujours contacter votre gestionnaire de projet. Je vais maintenant laisser la parole à Elisabeth Mitten, qui va vous expliquer le mode d'emploi qui a été développé pour déclarer ces cas de force majeure à l'agence et qui va répondre à quelques questions fréquentes que nous avons identifiées au préalable. Alors, le mode d'emploi. Donc, vous l'avez constaté, l'agence a publié et a communiqué largement sur vos espaces bénéficiaires ainsi que sur la plateforme documentaire les documents et les outils mis à votre disposition pour pouvoir déclarer ces cas de force majeure spécifiques. Donc, on retrouve notamment le document qui va être un peu votre Bible pour pouvoir vous situer, les différents cas. C'est le document Principe de financement et justificatif à fournir et à conserver. Ce document donc reprend les cas que vient d'énumérer Julie. Et évidemment, on vous le répète, si vous avez un doute ou si vous n'arrivez pas à situer effectivement si tel ou tel participant rentre dans tel cas, vous n'hésitez pas à contacter votre gestionnaire référent pour en discuter avec lui. La note illustration et cas concret vous donne des exemples précis. Donc ça vous aidera à une meilleure compréhension du document précédent. Évidemment, ces ressources documentaires, elles s'appuient sur les consignes de la Commission européenne et notamment sur le document que vous retrouvez aussi, questions et réponses concernant les activités d'Erasmus+. Pour effectuer vos déclarations, il y a différents outils, notamment l'instruction de saisie, qu'on vous invite à lire à tête reposée, parce qu'elle peut paraître un peu rébarbative, puisque c'est pour vous aider à saisir ces mobilités impactées sur le Mobility Tool. Donc, il faut la lire avant de commencer à saisir. L'outil de déclaration, qui est un fichier Excel. Et enfin, l'attestation sur l'honneur, que vous devrez faire signer par le représentant légal de votre établissement, et qui est d'ailleurs le seul justificatif à fournir lors du dépôt de votre demande. On attire votre attention sur les documents à conserver, parce que souvent vous nous appelez, vous êtes un peu stressé par tout ce qu'il faut garder en cas de contrôle de l'agence. Donc rassurez-vous, vous devez conserver, comme d'habitude, les contrats de mobilité, les attestations de présence, les relevés de notes. Mais si jamais il y avait un problème, que vous ne pouviez pas avoir ces pièces-là, évidemment, toute autre pièce, des échanges mails entre partenaires ou avec les participants, permettra de démontrer toutes les dépenses qui ont été engagées et déclarées dans le cadre du cas de force majeure.
On va maintenant aborder quelques questions fréquentes que vous nous avez fait remonter. Beaucoup d'étudiants rentrés en France suite au confinement sont en télétravail ou suivent des cours à distance. Peuvent-ils percevoir la totalité de la bourse initialement prévue? La réponse est oui. La bourse de soutien individuel initialement allouée et indiquée sur le contrat de mobilité est maintenue pour ces étudiants. Deuxième question. Un de nos étudiants est resté bloqué dans le pays d'accueil au-delà de la date de fin initiale de sa mobilité. Peut-on lui financer la durée supplémentaire effectuée sur place? Oui, cette durée supplémentaire peut être financée. Bien entendu, vous veillerez à respecter les barèmes en vigueur et également que vous ayez les fonds nécessaires dans le cadre de votre convention de subvention. Question 3. Des étudiants devaient partir début avril. Leur mobilité a été annulée, mais ils n'ont engagé aucun frais. Peut-on néanmoins déclarer ces mobilités annulées? Bien entendu, ces mobilités peuvent être déclarées. Elles vous permettront notamment d'obtenir des fonds sur la ligne OS, soutien organisationnel. Question 4. Les participants dont la mobilité a été interrompue, doivent-ils soumettre le rapport de participants? Doivent-ils réaliser le test final OLS? Donc ici, vous devez bien distinguer les mobilités interrompues des mobilités annulées. Donc les mobilités interrompues recevront le lien pour soumettre le rapport du participant. Les participants dont la mobilité a été annulée ou interrompue par la pandémie ne sont pas tenus de remplir l'évaluation finale d'OLS. Et les mobilités annulées n'auront pas non plus à soumettre le rapport du participant. Question 5. Suite au déconfinement et à la réouverture de l'espace Schengen, peut-on annoncer à nos étudiants qu'il est possible de partir ou de repartir en mobilité? Oui, bien entendu, si les conditions dans le pays d'accueil le permettent. Il vous faudra être vigilant et regarder si tout est possible. Et en cas de nouvelle perturbation, parce que ça c'est votre grande question aussi, si on les envoie et qu'on est à nouveau confinés ou qu'ils sont à nouveau confinés dans le pays d'accueil, comment ça se passe? Pas d'inquiétude, une nouvelle déclaration de cas de force majeure sera possible. Si vous avez d'autres questions, on vous le répète, n'hésitez pas à vous adresser directement auprès de votre gestionnaire référent à l'agence. Je vais laisser maintenant la parole à ma collègue Morgane, qui va vous parler plus précisément des projets de partenariat stratégique de l'enseignement supérieur. Donc voilà, on va aborder dans cette dernière partie les cas de force majeure et les demandes de cas de force majeure dans le cadre des projets donc, de partenariat stratégique de l'enseignement supérieur, donc de l'action clé 203. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, dans le cadre des projets de partenariat stratégique de l'enseignement supérieur, mais également des autres secteurs, les 3 postes budgétaires qui sont couverts par les CFM, je vais dire CFM, sont les réunions transnationales, les événements de dissémination et les activités d'apprentissage, d'enseignement et de formation. Donc, comme l'ont dit précédemment mes collègues, vous devez faire une demande pour un projet qui regroupe toutes les activités impactées. Donc, si vous avez été impacté sur une réunion transnationale et sur un événement de dissémination, vous devez faire une demande pour la réunion et pour l'événement de dissémination qui ont été impactés. Donc, une demande par projet qui couvre tous les postes budgétaires. C'est également à l'organisme coordinateur, donc peut-être à vous, en tant qu'organisme coordinateur français, de faire la demande pour tout le partenariat, d'accord? Même si c'est vos partenaires qui ont été impactés, c'est à vous, en tant qu'organisme coordinateur, de faire la demande pour l'ensemble des partenaires. Donc voilà, je vous le disais, le premier poste, ce sont les réunions transnationales. Donc comme l'a bien défini Benoît tout à l'heure, donc là on va être dans le cas d'une réunion qui a été annulée, un événement qui est perturbé. Donc dans ce cas-là, une réunion qui a été annulée et vous avez engagé des frais qui ne sont pas remboursables ou qui sont partiellement remboursés. Ce qui veut dire que si vous avez été totalement remboursé ou que vous avez la possibilité de reporter votre activité ou de la faire à distance, vous ne devez pas faire de demande de CFM. Donc là, vous allez faire votre demande à la cellule. Si elle est acceptée, la prise en charge, le remboursement se fera sur base forfaitaire selon les barèmes qui sont définis par les tranches kilométriques. Dans le deuxième poste, donc événement de dissémination, même logique, hein, votre événement a été annulé. Vous avez engagé des frais qui ne sont pas remboursables ou qui ont été partiellement remboursés. Donc pareil, si vous avez eu un remboursement de toutes vos dépenses et si vous avez pu reporter votre événement ou bien le faire en virtuel sans avoir de frais engagés, vous n'avez pas de demande de cas de force majeure à faire.
Et donc là, la prise en charge se fera, attends, pardon, désolée, à hauteur des dépenses réellement encourues, donc dans la limite du plafond qui est de 30 000 € pour la totalité du poste. Merci. Et enfin, le troisième poste qui est couvert par les CFM, ce sont donc les activités d'apprentissage, d'enseignement et de formation. Donc là, vous retrouvez les 3 cas qui ont été très bien expliqués par Julie tout à l'heure, hein. Donc le cas A, l'activité a été interrompue et il y a eu un retour dans le pays d'envoi. Le cas B, l'activité a été interrompue mais les participants sont toujours présents dans le pays d'accueil. Et le cas C, l'activité a été annulée avec des frais engagés et non remboursables. Donc c'est le même système que pour l'action clé 1, que pour les projets de mobilité, sauf qu'au lieu de parler de mobilité, on parle d'activité. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails comme l'a fait Julie. Vous retrouvez tous les sous-cas, enfin tous les cas concrets dans la documentation qui a été mise en ligne, dans les présentations. Donc voilà, vous retrouverez les cas A1, A2, etc. Tout ça sur Pénélope+. Et puis c'est principalement le cas C en fait qui est concerné dans le cadre de projets de partenariat stratégique, donc de l'action clé 2. Donc là, l'activité a été annulée avant d'avoir eu lieu. Vous avez engagé des frais qui ne vous ont pas été remboursés. Donc là, la prise en charge dans ce cas-là, pour la partie voyage, elle se fait sur base forfaitaire, selon les barèmes kilométriques. Et pour la partie soutien individuel, elle se fait à hauteur des dépenses réellement encourues et dans la limite du forfait toujours. Merci. Voilà, donc le mode d'emploi, donc vous voyez, c'est la même slide que pour mes collègues de la mobilité, je ne me suis pas embêtée, mais en fait c'est parce que les étapes, enfin le procédé sont les mêmes que pour l'action clé 1. Donc c'est juste les outils qui diffèrent, donc évidemment il faudra vous référer à l'instruction qui est propre à l'action clé 2 et à l'outil de déclaration qui est propre à l'action clé 2. Mais les étapes sont les mêmes, vous allez d'abord faire une déclaration dans Mobility Tool, puis vous allez importer les données dans le fichier Excel, et puis vous allez faire votre envoi complet et propre avec l'attestation sur l'honneur. Donc vous retrouvez tous ces documents dans la rubrique pour vous aider qui s'affiche à l'écran. Et on vous invite à lire toujours à tête reposée l'instruction de saisie qui décrit tout cela, qui explique toutes les étapes. Et si vous ne l'avez pas encore vu, mais je pense que vous avez déjà dû le voir, le document 2, donc la ressource 2, principe de financement et justificatif, c'est là que vous allez retrouver tous les cas précis, donc les 3 postes et les cas concrets pour les activités d'apprentissage et les principes de financement. Donc on vous invite à aller voir ce document si vous ne l'avez pas déjà fait. Quelques questions fréquentes qu'on a pu avoir ces derniers mois, donc qui vont en fait nous permettre de revenir sur tous les postes. La première question, c'est le cas d'une réunion transnationale qui a été annulée et des billets d'avion qui ne sont pas remboursables. Donc comment l'activité sera-t-elle prise en charge? Donc là, comme on a pu le voir, la prise en charge se fera sur une base forfaitaire selon les barèmes définis par les tranches kilométriques. La question numéro 2, donc là c'est pareil, un événement de dissémination qui est annulé, et des frais d'organisation qui ont été engagés mais qui ont été partiellement remboursés. Donc comment va se faire la prise en charge dans ce cas-là? Donc si la demande de cas de force majeure est acceptée, bien sûr, la prise en charge se fera à hauteur des dépenses réellement encourues et dans la limite, dans le plafond de 30 000 € pour le projet. La troisième question, donc là, ça concerne une activité d'apprentissage, un programme d'études intensives qui a été annulé, des billets d'avion et d'hôtel qui ne sont pas remboursables. Comment l'activité sera prise en charge? Donc là, vous aurez à la fois pour la partie voyage, si la demande de CFM est acceptée, vous aurez une prise en charge sur base forfaitaire pour le voyage. Et pour la partie soutien individuel, vous aurez une prise en charge à hauteur des dépenses réellement encourues et dans la limite du forfait. Alors, le cas d'une réunion transnationale qui a été annulée et la compagnie aérienne propose aux porteurs de projet des avoirs, et donc de reporter le voyage à plus tard et d'utiliser les billets bien plus tard. Donc, est-ce que le porteur peut faire une demande de CFM? Donc, la réponse est non, dans la mesure où il est possible, où le porteur peut reporter l'activité. Il n'y a pas lieu de faire de demande de cas de force majeure.
Question suivante, un porteur qui a la possibilité de reporter son activité d'apprentissage à une date postérieure à la date de fin de contrat. Qu'est-ce qu'il doit demander? Est-ce qu'il peut demander une prolongation? Donc la réponse est oui. Effectivement, comme le disait Julie tout à l'heure, donc si vous avez un projet de la Convention 2017, vous pouvez faire une demande de prolongation de 4 mois à titre exceptionnel et dérogatoire. Donc là, on vous invite à le faire rapidement puisque normalement, votre projet devrait se terminer là sous peu. Donc, vous pouvez faire votre envoi. Et pour les conventions 2018 et 2019, vous pouvez demander également une prolongation de 6 mois et dans la limite du 31 août de N+3, donc 3 ans après l'année de la convention. Donc, pour rappel, les prolongations, ça ne relève pas des cas de force majeure, hein, c'est à part et vous devez voir directement avec votre chargé de projet pour ça. Et enfin, la dernière question, donc un porteur qui décide de changer le format de son événement de dissémination et de le faire en virtuel. Donc, ce porteur doit-il faire une demande de CFM? Donc là, c'est la logique des cas de force majeure. Si ce porteur n'a pas engagé de frais pour l'événement de dissémination, il ne doit pas faire de demande de CFM. En revanche, s'il a engagé des frais qui ne sont pas remboursables, toujours dans la logique, effectivement, il doit faire une demande de cas de force majeure. Donc là, l'événement sera clôturé, sera considéré comme réalisé par l'agence, c'est-à-dire qu'on n'aura plus d'attente contractuelle vis-à-vis de cet événement, qui sera clos par la demande de cas de force majeure qui aura été traitée et acceptée. En revanche, cela n'empêche pas le porteur de réaliser un nouvel événement de dissémination sous format virtuel, mais cela sera un nouvel événement en fait. Et voilà, on n'avait plus de questions sur l'action clé 2. Donc, je vais conclure cette présentation qui touche à sa fin. Donc, ce webinaire vise à vous présenter les grandes lignes, les grands principes des cas de force majeure, donc d'une des réponses qui a été apportée par l'Agence nationale face à la crise sanitaire. Donc, on n'est pas trop rentré dans le détail, mais voilà, c'était pour vous faire une présentation générale. Et donc, effectivement, la cellule Covid, elle est opérationnelle, elle reçoit vos demandes depuis le 1er juin. Donc voilà, on vous invite à faire toutes vos demandes de cas de force majeure si vous êtes concernés. Si vous avez d'autres questions, ce qui est certainement le cas, on vous invite à consulter tous les guides et les ressources qui sont mises en ligne sur la plateforme Pénélope Plus, sur votre espace bénéficiaire. Donc vous trouverez des réponses ici. Et puis bien évidemment à contacter votre chargé de projet qui est là également pour des questions plus concrètes sur votre situation précise qu'on n'était pas en mesure de faire aujourd'hui. C'est pour ça qu'on n'a pas pris de questions. Mais pour cela, vous avez votre chargé de projet qui est disponible. Donc on vous remercie de votre attention et on espère que cela aura apporté quelques réponses ou du moins quelques éclaircissements. Et puis, on va laisser la place au webinaire suivant, donc qui devrait commencer à 11h et qui va porter sur l'initiative Carte étudiante européenne, dernières avancées et prochaines étapes. Donc, un programme qui promet d'être riche. Et voilà, on vous souhaite une très bonne journée et on vous dit à bientôt.